Bon, je pense on va démarrer ce séminaire forum. D'abord, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir dans ce séminaire co-organisé par le CRECEB, Centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau en Bretagne, et le HCBC au Conseil breton pour le climat. Je vais revenir sur cette double tutelle. Donc, on est là pour parler de l'impact du changement climatique sur la ressource en eau et la production d'eau potable. Et je dirais que l'idée de ce séminaire, c'est ce qu'on a vécu en Bretagne l'été dernier. Hein, on était dans certaines régions pas loin de la rupture d'alimentation en eau potable. Donc la question, c'est est-ce que c'était un épiphénomène ou est-ce que c'est une situation appelée à se répéter? Donc pour ça, on va avoir des scientifiques, hein, qui vont nous exposer ce que dit la recherche sur le futur de l'eau, peut-être d'un point de vue général. Madame Florence Abès, qui est directrice de recherche au CNRS, qui est professeure associée à l'École normale supérieure et qui actuellement développe une modélisation, c'est ça, de la ressource en eau à l'échelle nationale, hein, hydrogéologique, c'est ça. Vous nous direz tout à l'heure en introduction peut-être exactement ce que vous faites. Donc une vision générale. Et puis Monsieur Nicolas Cornette, qui est postdoctorant à Lozur, qui a passé sa thèse en décembre et qui, lui, a travaillé sur une modélisation plus spécifiquement de la ressource en eau de la Bretagne. Hein, donc on va avoir deux éclairages scientifiques sur peut-être un point plus général et un zoom sur la situation bretonne. Et je dirais que ces deux conférenciers, ils viennent un peu sous l'angle du Haut Conseil breton pour le climat, hein, dont structure créée par le Conseil régional de Bretagne en 2022 pour éclairer la décision publique, hein, sur des aspects de l'évolution du climat. Donc on a cette entrée climat. Et puis côté CRECEB, qui fait l'interface finalement entre la science et les gestionnaires, eh bien là on donnera la parole dans un deuxième temps à des élus. Au départ, on avait prévu de faire intervenir Michel de Molder, qui est le président du SAGE Bretagne, coprésident de Vilaine, coprésident du CRECEB. Et malheureusement, Michel il y a une autre session en parallèle et il est pris. Donc, il nous reste quand même quelqu'un d'important, Bruno Ricard, ici à ma gauche, hein, qui est vice-président d'Inan Aglo, c'est ça, en charge de l'eau, et qui est aussi membre du bureau du CRECEB. Hein. Donc, il introduira le débat, c'est-à-dire le débat, c'est comment vous, élus gestionnaires de la salle, vous avez vécu cette situation et comment vous anticipez le futur de votre ressource en eau sous la pression du changement climatique. Voilà, donc j'ai assez parlé. Hein. Maintenant, la parole, dans un premier temps, à nos deux invités scientifiques pour nous dire quel sera notre futur côté eau. Florence. Ben merci Gérard et merci pour cette invitation. Écoutez, je commence par vous présenter en gros le futur de la ressource en eau en France avec un zoom sur la Bretagne et dans le contexte du changement climatique. Et avec cette diapo ici, vous avez ici les bandes de température, on appelle ça les climate strips. Donc c'est les bandes de température par année observées à Rennes. Ça vient du site Infoclimat et vous voyez quand c'est bleu, c'est plutôt plus froid que la normale. C'est celle-là en fait. C'est les bandes là en couleur. Et donc voilà, quand c'est bleu, c'était plutôt plus froid que la normale, et quand c'est rouge, c'est plutôt plus chaud, et quand c'est cramoisi, ben c'est le présent. Voilà. Donc 2022, c'est l'année la plus chaude à Rennes, observée depuis 1928. Vous avez ces accès sous Infoclimat si ça vous intéresse. Donc je commence par la sécheresse 2022. Vous avez sans doute déjà vu, hein, ces figures qui présentent en fait l'état de la sécheresse, les restrictions d'usage de l'eau pour les eaux souterraines en fin août 2022. Ici, donc, à gauche sur les eaux souterraines, au centre pour les eaux de surface. Donc, quand c'est en rouge, c'est vraiment la gestion de crise, hein, donc le plus important. On voit que les nappes bretonnes ont été très affectées, hein, même si elles ne sont pas très capacitives, elles ont eu de gros impacts. Et puis, ici, à droite, c'est l'état
de la sécheresse pour les eaux dans le sol, pour l'humidité du sol. On voit qu'ici, c'était un petit peu moins impacté fin août, sans doute parce que il avait peut-être recommencé un petit peu à pleuvoir et que l'eau du sol, finalement, se régénère un petit peu plus vite que les eaux de surface et que les eaux de nappe. Donc, il y a effectivement une dynamique un petit peu différente. Ce qu'on constate effectivement, c'est que la sécheresse était très étendue, peut-être moins importante fin août pour les sols en Bretagne qu'ailleurs, mais quand même très, très importante. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se compare aux sécheresses passées. Je commence ici par l'état des sols pour deux sécheresses emblématiques, la sécheresse de 1976 et la sécheresse de 2003. Et donc, on voit la comparaison ici sur les états de l'eau du sol. En rouge, donc, c'est des états extrêmement secs. 1976 était vraiment très impactante pour la Bretagne, hein, tout le nord de la France, mais en particulier la Bretagne. 2003, qui était plutôt une sécheresse liée à une canicule, c'était un peu moins impacté du coup sur la Bretagne. Et puis donc 2022, toujours pour la période de fin août. Fin août. Donc, on voit des situations différentes. Comment ça peut s'expliquer, en fait, ces différences? Forcément, ça s'explique par rapport aux conditions climatiques, hein. Et ces conditions climatiques, voilà, je vais vous les présenter avec ce petit diagramme qui présente en bas, sur l'axe des X, finalement, les précipitations, l'évolution des précipitations par rapport à la normale, en ordonnée, donc les températures. Donc, en gros, quand on est dans le carré en haut à gauche, c'est chaud et sec. En bas à droite, c'est froid et humide, et sinon froid sec et chaud et humide. Alors, qu'est-ce que ça donne donc quand on replace toutes les années au niveau national sur ce diagramme? Ça donne ce genre de dispersion. Donc, c'est un petit peu difficile à voir. On a toutes les années depuis 1959. Donc, vous voyez que voilà, il y a des années qui sont chaudes et humides. Et donc, si on regarde où est-ce que sont nos différentes années, vous avez donc en 2022 ici le gros cercle entouré de rose. Donc vous voyez que c'était le plus chaud et sec sur la période sur la France, hein. On a 76 qui finalement fait partie des années qui étaient encore froides, plus froides que la normale à l'époque, mais déjà sèches. Et puis 2003 qui était quand même déjà une année chaude, mais pas si sèche finalement par rapport à 2022. Alors comment ça s'explique que 1976 était si impactante? Ça s'explique aussi parce que les années précédentes étaient également sèches, ce qui est notamment très impactant pour les eaux souterraines, et donc toute une partie de la France était aussi impactée par un faible état des eaux souterraines. 2003, c'était un petit peu différent. L'année précédente étant relativement humide. C'est pareil pour 2022. Heureusement, 2021 était assez humide et finalement, ça nous protège un petit peu. Finalement, qu'est-ce qu'il en est en termes d'évolution des sécheresses en France? Ah oui, il y a aussi l'année 89 que vous voyez qui est très sèche, hein, ici, et qu'on va retrouver du coup dans les années emblématiques de la sécheresse. Alors 89, c'est une année intéressante parce qu'elle était sèche, principalement une sécheresse hivernale, donc dans un cas finalement relativement similaire à ce qui s'est passé aussi en 2022, même si c'était donc moins chaud. Donc si on regarde maintenant l'évolution des superficies touchées par la sécheresse en France, ici il s'agit de la sécheresse des sols. Vous avez ici la chronique estimée donc, par modélisation entre 1959 et 2021, donc il n'y a pas l'année 2022 encore, je suis désolée. Et on voit que la surface en sécheresse de France, elle peut atteindre jusqu'à 30% pour certaines années emblématiques, donc 1976, 1989, 2003 c'était plutôt 25%, voilà, 2011. Donc on retrouve comme ça des étendues, des années très, très marquées par une augmentation, une superficie importante en sécheresse, et puis globalement une tendance à la hausse des sécheresses, de l'extension des sécheresses en France, qui se retrouve assez bien. Si maintenant on regarde un zoom sur la Bretagne, donc ces données elles sont disponibles, hein, sur le site de Météo France HD Climat. Si on regarde maintenant un zoom sur la Bretagne, bon, on a une image qui est quand même assez différente. On voit ces années emblématiques 76, 89. 2003 est déjà moins marqué, hein, ce qu'on avait vu. 2011 ressort. Bon, 2022 va ressortir, je pense, au moins comme plus que 2011, certainement comme 89. Donc en Bretagne, il n'y a pas de tendance positive à l'augmentation des surfaces en sécheresse. C'est un cas particulier par rapport à ça.
Donc maintenant, comment ça va évoluer dans un contexte de changement climatique? Eh bien, c'est une grande question, hein. Donc, est-ce que les situations de sécheresse vont s'aggraver? Quels sont finalement, voilà, comment on peut anticiper l'impact du changement climatique sur la ressource en eau? Donc moi, je vais commencer déjà par vous dire que voilà, le système climatique, c'est un système qui est quand même complexe, qui intègre de nombreuses rétroactions. Toutes ces rétroactions ne sont pas intégrées dans les modèles de climat, hein. Et donc, attention, ce sont bien des projections qu'on vous donne, ce ne sont pas des prévisions. Vous ne pourrez pas savoir ce qui va se passer en 2040 ou en 2035 avec ces éléments. Voilà. Et également, le pire n'est pas certain. On prend souvent le scénario du pire, mais évidemment, le pire n'est pas certain et on a encore, le futur n'est pas écrit, on l'a encore en partie dans nos mains. Donc, je vais commencer pour le changement climatique par quelques éléments tirés donc, du rapport du GIEC, hein, et des présentations, notamment de Valérie Masson-Delmotte. Donc, ce premier élément, c'est que voilà, les changements climatiques récents sont généralisés, rapides et s'intensifient. Ils sont sans précédent depuis des milliers d'années. Donc, en particulier, voilà, le réchauffement actuel, il est sans précédent depuis au moins 2000 ans. Le recul des glaciers est sans précédent depuis au moins 2000 ans et la montée des niveaux des mers est sans précédent depuis au moins 3000 ans. Voilà. Il ne s'agit pas d'un épiphénomène. Un élément important, c'est que, voilà, à moins d'une réduction immédiate et rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement à 1,5 degré sera hors de portée. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est de l'ordre de 1,1 degré au niveau global. Vous avez ici la courbe des émissions de gaz à effet de serre. La tendance sur laquelle on est ici en blanc appuyé, et puis la trajectoire qu'il faudrait pour atteindre le 1,5 degré. Vous voyez, c'est carrément une rupture en fait, hein. On n'est pas sur une continuité, on est sur une rupture. Et donc ça, c'est quasiment inatteignable. On est quasiment sûr qu'on va atteindre les 1,5 degrés d'ici les 20 prochaines années. Par contre, les 2 degrés restent atteignables. Et ça, vraiment, il faut réussir à atteindre le net zéro d'émissions de CO2 vers 2050. Ça nous permettrait d'atteindre le 2 degrés. C'est vraiment important parce que les conséquences du changement climatique sont vraiment brutales. Donc ça, c'est un élément. Et puis, donc ensuite, on parle toujours réchauffement climatique, mais en fait, c'est beaucoup plus qu'un réchauffement, hein, vous le savez, mais je vais insister sur pourquoi le changement climatique impacte la ressource en eau. Donc finalement, il y a 3 éléments, hein. Le premier, c'est qu'en modifiant l'énergie reçue par la Terre, finalement, on modifie la circulation dynamique, c'est-à-dire qu'effectivement, les mouvements, la circulation atmosphérique, elle est liée à des gradients de température entre l'équateur et les pôles, entre la surface et l'atmosphère, etc. Comme c'est modifié par le bilan d'énergie qui est augmenté, ben, du coup, c'est différent. La deuxième chose, c'est qu'un air plus chaud, finalement, contient plus de vapeur d'eau. Et donc, il y a plus d'eau dans l'atmosphère dans un climat modifié. Voilà, ça c'est une loi physique, hein, enfin thermodynamique, on va dire, qui a cette relation-là. Donc 1%, 1 degré en plus en température, c'est 7% d'eau en plus, normalement, dans l'atmosphère. Donc ça, vous imaginez bien que ça peut avoir des conséquences importantes. Le problème, c'est que, enfin, je ne sais pas si c'est un problème, mais un des problèmes qu'on a, c'est que c'est difficile d'atteindre cette fameuse augmentation de 7% de plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère pour chaque degré, ce qui fait que finalement, on augmente le déficit d'humidité dans l'air, et ça augmente la demande évaporative. Et vous imaginez qu'en augmentant la demande évaporative, eh ben, ça va augmenter des phénomènes, notamment les sécheresses. Donc du coup, finalement, les modifications du cycle de l'eau, elles conduisent à une intensification des précipitations, parce que finalement, il y a quand même souvent plus d'eau dans l'atmosphère, mais aussi une intensification des eaux sèches et des sécheresses, notamment du fait d'une évaporation, d'une demande évaporative qui peut augmenter et qui va augmenter s'il y a de la ressource en eau. Donc ça, c'est les principes généraux. Alors maintenant, comment on étudie ça? Donc on étudie ça notamment avec des modèles de climat globaux. Donc c'est la base un petit peu, hein, c'est des modèles physiques qui intègrent l'océan, l'atmosphère, la cryosphère, la végétation, etc. Donc on utilise des modèles globaux parce qu'effectivement, c'est un système qui touche toute la planète. Par contre, pour avoir des informations un petit peu à meilleure échelle, depuis quelques années, se sont développés des modèles de climat régionaux, donc de ce type-là, qui permettent notamment d'avoir une meilleure résolution spatiale, c'est-à-dire par exemple pour la Bretagne, d'avoir une meilleure représentation des impacts côtiers, hein, l'influence de la côte sur le climat de la Bretagne, ou alors et bien sûr du relief. Donc vous voyez par exemple ici, c'est des images du relief entre le climat global et le climat régional, enfin les modèles régionaux, et vous voyez qu'on voit beaucoup mieux les Alpes, et puis on aperçoit par exemple les Pyrénées qui sont complètement qui n'existent pas sinon à l'échelle globale.
Donc, on va s'appuyer sur ce genre de modèles. Et par exemple, pour ceux qui connaissent le travail qui avait été réalisé à l'époque d'Explore 2070, utiliser des modèles de climat globaux. Et maintenant, on dispose, notamment dans DRIAS ou dans le futur Explore 2, de climats régionaux. Alors, comment ça se passe en fait? Ce n'est pas un seul modèle, hein, on utilise un ensemble de modèles, tout un ensemble de projections, donc plusieurs modèles pour une seule physique, et puis plein de physiques différentes. Donc, on utilise des ensembles de modèles, c'est jamais une seule simulation. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu les impacts sur les précipitations qui sont anticipées à la fin du siècle pour le scénario du pire, le scénario le plus émetteur. Donc, ce n'est pas forcément le plus probable, mais une fois qu'on a le pire, bon, on peut s'attendre au meilleur. Voilà. Donc ici, vous avez une évolution des précipitations à la fin du siècle sur l'Europe. Donc la France est là. En gros, quand c'est en orange, marron, c'est moins de précipitations. Et quand c'est en vert, eh ben, c'est plus de précipitations. Quand c'est en hachuré, c'est qu'on ne sait pas très bien. Les modèles ne sont pas d'accord entre eux. Donc ce qui apparaît clairement, c'est qu'il y a le nord de l'Europe qui va s'humidifier et le sud de l'Europe qui va être plus sec. Ça, c'est évident pour chacun des modèles. Ce que je vous montre ici, c'est 3 générations de modèles différents. Donc vous avez à gauche les tout derniers résultats du dernier rapport du GIEC, donc ce qu'on appelle CMIP6. Ils sont sortis il n'y a pas très longtemps, il y a un ensemble de 33 modèles. Au milieu, c'est la génération précédente, donc avec une physique qui forcément depuis a progressé, on va dire, dans les modèles de climat globaux. Et puis tout à droite, c'est les modèles de climat régionaux, donc, qui ont été réalisés donc, en 2014, donc la même date finalement que les modèles du milieu. Donc on a toujours un ensemble de modèles. Donc il y a un accord général sur la structure des précipitations qui augmenterait dans le nord de l'Europe, diminuerait au sud, avec une phase d'incertitude au milieu. La différence malgré tout qu'il y a, c'est une différence de limite de cette répartition nord-sud, de où est-ce qu'on est sûr qu'on aura, enfin sûr, relativement sûr, un accord sur le fait qu'il y aura moins de pluie ou plus de pluie. Donc si vous voyez, les dernières projections mettent la limite, disons, au niveau de la Loire, alors que les modèles de climat régionaux de la dernière génération, de la génération d'avant, disons, le mettaient plutôt au niveau de la Garonne. Évidemment, pour les impacts régionaux, ça a un impact important. Vous imaginez bien que ce n'est pas la même chose si le signe des pluies est à la hausse ou à la baisse en annuel. Donc voilà, c'est une source d'incertitude qu'on essaye d'intégrer évidemment dans nos projections climatiques. Alors ça, c'est les modèles globaux. Pour aller un petit peu plus loin, on peut regarder aussi comment évoluent à la fois les précipitations, donc ici ce serait présenté sur l'axe des X, et puis la température pour chacun de ces modèles. Et ce qui apparaît clairement, c'est que les derniers modèles du dernier rapport du GIEC sont plus chauds, hein, et que par contre les modèles de climat régionaux de la génération précédente, ils sont plutôt plus humides, voilà, et plus frais. Donc ça c'est des différences. Donc encore une fois, il y a des incertitudes. Et donc j'insiste un peu parce que finalement aujourd'hui on a à disposition des modèles de climat régionaux, donc il faut être capable de les interpréter. Et il y a pas mal d'études qui ont été réalisées ces dernières années qui ont permis comme ça d'analyser de façon plus en détail les causes des différences entre les modèles de climat régionaux et les modèles de climat globaux. Ici, c'est pour les précipitations en été. Donc vous avez la carte de la distribution des pluies en été pour les modèles de climat régionaux et globaux. Vous voyez que c'est quand même en été différent. Pourtant, le signe est le même, mais l'intensité du changement est différente. Et si on fait la différence entre les deux, finalement, on peut avoir des impacts, encore une fois, très, très différents. Les dernières études ont tendance à montrer que finalement, il y a un biais pluvieux en été pour les modèles de climat régionaux. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt les travaux qui ont été menés avec des modèles de climat globaux, donc l'avant-dernière génération, CMIP5. Et pour ces modèles-là, la partition entre les précipitations qui augmentent et qui diminuent se situerait plutôt assez au nord de la France. Et du coup, on aurait plutôt une tendance à la baisse des précipitations, notamment sur la Bretagne. Donc, avec cette introduction, j'espère que vous avez compris qu'on n'est pas complètement sûr de ces résultats. Pour l'instant, c'est ce qui paraît... Enfin, voilà, c'est une image qui paraît pas probable, on va dire, mais pas certaine.
Et donc, en tout cas, les résultats que je vais vous présenter par la suite sont essentiellement issus de cela. Alors, je vais quand même vous montrer ce que ça aurait pu donner si on avait pris une autre hypothèse en termes de débit. En termes de débit, vous avez ici des projections des débits sur l'Europe obtenues avec les modèles de climat régionaux et les 2 générations de modèles de climat globaux, donc le 5e rapport du GIEC, le précédent et le tout dernier ici. Quand c'est en rouge, vous voyez qu'il y a une diminution des débits. Quand c'est en rouge cramoisi, ben, c'est une très forte diminution des débits. Et quand c'est en hachuré, eh ben, on est incertain sur le signe du débit. Donc ce que vous voyez, c'est qu'en gros, toujours cet accord général, diminution au sud de la France, augmentation au nord de l'Europe. Par contre, sur la région Bretagne, vous voyez qu'il y a un relativement bon accord pour dire qu'on ne sait pas. Ou c'est pas si simple. Voilà. Alors si on zoome maintenant sur ces fameuses projections CEMIP 5 régionalisées, en termes annuels, par contre, là, pour cet ensemble-là, il y avait un accord sur le fait que sur la majorité de la France, en annuel, les débits diminuent. Ils diminuaient notamment sur la Bretagne. Et si on regardait ça dans les 2 saisons extrêmes que sont l'hiver et l'été, pour la Bretagne, ça se confirmait. Il y avait des endroits où, en hiver, on avait une augmentation du débit. C'est souvent lié à une fonte de neige plus précoce. Donc, ce n'est pas forcément non plus une bonne nouvelle. Hein. Quand les débits augmentent ici dans les Alpes ou dans les Vosges, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est associé à la disparition du manteau neigeux. Donc, dans cette projection, qui est un des ensembles de projections, ben, on arrivait à une diminution assez importante des débits. Pour la Bretagne, c'était de l'ordre de 10%, on va dire. Si on regarde maintenant l'évolution des sécheresses, hein, ce qui nous intéresse un petit peu, ici je vous ai mis deux évolutions des sécheresses, donc celle sur la sécheresse des sols, donc à gauche, c'est une durée d'augmentation de la sécheresse des sols. Vous voyez que la durée d'augmentation, la durée des sécheresses augmente. Alors quand c'est en très pâle, là, c'est déjà 30%. Donc au minimum, ça augmente d'une vingtaine de pourcents, et sur la Bretagne, ça augmenterait de 40%. La sécheresse des sols. Quand on regarde ici à droite, c'est les estimations de l'évolution des sécheresses hydrologiques, donc basées, pour ceux qui connaissent, sur le VCN 10, et c'est en nombre de jours. Et donc il y a une augmentation partout sur la France de la durée des sécheresses, à l'exception des zones glaciaires. Donc une augmentation pour ces projections des sécheresses généralisées. Ces augmentations des sécheresses, on a malheureusement une assez grande confiance sur le fait que ça va être notre avenir. Toutes les études s'accordent pour ces augmentations des sécheresses en Europe. Et là, je vous présente une étude qui montre la durée des sécheresses les plus longues en Europe. Donc c'est toujours une moyenne multimodèle. Et elle se base ici sur des évolutions de température globales différentes. Donc vous avez la durée des sécheresses à l'actuel ici, et puis ensuite pour 1 degré d'augmentation de température globale, donc en gros c'est aujourd'hui finalement, 1 plus 5 degrés, plus 1,5 degré, plus 2, plus 2,5, plus 3 degrés. On voit que déjà à 1,5 degré, la durée des sécheresses les plus longues serait de l'ordre de 3 ans. Pour 2 degrés, ce serait de 5 ans. Pour 2 degrés 5, 7 ans. 3 degrés, 9 ans de sécheresse consécutive. Voilà. Donc 9 ans de sécheresse consécutive, voilà, c'est un impact qui est vraiment très sévère. Et malheureusement, ce genre de message, malgré l'ensemble des incertitudes, eh bien, persiste. Donc, ce n'est pas le seul problème qu'on a. Vous savez qu'il y a un risque aggravant qui est au fait que la pollution de l'eau également joue sur sa disponibilité. Hein. Si on a de l'eau mais qu'elle n'est pas potable, c'est compliqué. Je ne vais pas vous rappeler qu'il y a des problèmes également de pollution en Bretagne. Hein. Et donc j'ai repris ici les tout derniers chiffres clés de l'eau en Bretagne qui a été publié avec une évolution ici des pollutions des rivières bretonnes par les pesticides qui sont plutôt à la hausse, et une persistance de la pollution des eaux souterraines par les nitrates. Donc vous savez, j'insiste pas, mais effectivement, ce sera difficile quand on est en pénurie d'eau si en plus l'eau n'est pas de qualité. Donc finalement, pour conclure, plus que jamais, il ne faut pas attendre des projections climatiques, des prévisions pour les prochaines années. Hein. Ça reste incertain, j'espère que vous l'avez bien compris. Cependant, il y a des éléments qui sont assez certains, malheureusement. C'est le risque de pluie intense et donc de crues associées
qui augmente finalement, le risque de sécheresse qui va augmenter, et le fait qu'il va continuer aussi à y avoir des variabilités interannuelles importantes malgré tout. Par contre, voilà, il reste quand même des incertitudes, notamment sur le signe de l'évolution des pluies et donc des débits. C'est pas négligeable. Donc, quelles actions finalement dans un avenir incertain? Bon, ce qui paraît certain, c'est qu'il faut absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, on ne pourra pas s'adapter dans un monde qui continue de changer. Hein. Donc il faut vraiment mettre une fin finalement à ces changements climatiques. Bien sûr, reconquérir une bonne qualité de l'eau, rechercher la sobriété, on ne sera jamais perdant en recherchant la sobriété, puis privilégier les actions cumulant des co-bénéfices, notamment sur la biodiversité. Voilà, je vous remercie. Merci Florence. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'enchaîner avec l'exposé de Nicolas qui va zoomer sur la Bretagne. Et ensuite, il y aura la prise de parole de Bruno Ricard sur le vécu des élus sur la sécheresse 2022. Et après, il y aura un temps d'échange, de débat, on espère nourri, d'autres témoignages qu'on attend de vous. Et vous pourrez aussi poser des questions à nos intervenants. D'accord? Mais on préfère enchaîner plutôt que de prendre des questions dès maintenant. Ah oui, on va libérer une chaise devant, à droite, là. Si certaines personnes veulent venir s'asseoir. Voilà. Nicolas, donc maintenant tu vas, je pense, nous zoomer sur quand même la Bretagne et notre vécu un peu plus précisément, grâce à tes travaux. Tu as la parole. Bonjour à tous, donc moi c'est Nicolas Cornette. Donc, ces dernières années, j'ai réalisé une thèse au sein à Géosciences Rennes à Lozure. Donc, c'était une thèse qui était cofinancée par le BRGM et la région Bretagne et qui traitait notamment de la question de la modélisation de l'impact du changement climatique sur l'évolution des ressources en eau en Bretagne. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter l'ensemble des résultats, mais une partie des résultats qui traitaient notamment de cette question du changement climatique. Donc, je vais vous présenter les résultats sur 2 bassins versants en Bretagne, l'Arguénon et le Nançon, qui sont situés en Côte d'Armor et en Ille-et-Vilaine. Donc en fait, c'est 2 bassins versants qui illustrent bien la disparité régionale qu'on a du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau. Donc ici, je vous ai montré 2 graphiques qui présentent l'évolution des débits à l'échelle d'une année civile. Et ce sont les débits spécifiques, c'est-à-dire les débits divisés par la superficie des bassins versants. Donc ça permet de les normaliser et de pouvoir les comparer ensemble. Donc là, ici, ils sont présentés à la même échelle. Et en abscisse, vous avez donc les différents jours de l'année civile. Donc en bleu marine, je vous ai présenté la moyenne de l'ensemble des années des débits. La bande en bleu ciel correspond à la variabilité interannuelle pour montrer les extrêmes que l'on peut avoir du point de vue hydrologique. Et on a une courbe en bleu pointillé qui représente une année de sécheresse, l'année 2003, pour illustrer le comportement spécifique de ces 2 bassins versants pendant ce type d'événement. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que les 2 bassins versants ont des comportements hydrologiques très distincts, malgré leur proximité géographique. Donc, on a l'Arguénon où on voit des fortes amplitudes de débit, avec des assecs pendant une année de sécheresse, l'année 2003. Le Nançon, à l'inverse, présente plutôt une certaine forme de résilience pendant les événements de sécheresse, où on voit des faibles amplitudes de débit. Et pendant l'année 2003, on voit qu'on est assez proche de la moyenne. Donc la question qui peut émaner de cette comparaison, c'est comment on peut expliquer ces disparités régionales du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau. Et c'était une question qui a été importante au cours de ma thèse. Donc là, je ne vais pas vous présenter l'ensemble des résultats sur cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a regardé le rôle de la géologie, de la couverture géologique dans ce contrôle des débits pendant l'étiage. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les bassins versants qui étaient situés sur des couvertures géologiques de type schiste, comme l'Arguénon, présentaient des faibles capacités de stockage dans les aquifères et donc des faibles soutiens d'étiage. A l'inverse, le Nançon, qui était plutôt situé sur du granit, présentait des capacités de stockage et pouvait soutenir les étiages pendant les événements climatiques qui étaient extrêmes du point de vue de la sécheresse. Donc la question là qu'on va essayer de répondre au cours de cette présentation, c'est quelle évolution on peut avoir dans un contexte de changement climatique en fonction des différentes couvertures géologiques. C'est-à-dire, est-ce que les 2 bassins versants vont évoluer de la même façon, ou est-ce que l'Arguénon, qui était plus vulnérable dans le passé, le sera d'autant plus dans le futur? Et donc pour cela, j'ai utilisé une démarche de modélisation au cours de ma thèse pour évaluer l'impact du changement climatique sur les débits d'étiage. Donc ici, il y a un schéma qui présente la structure. Je ne vais pas vous le détailler en entier, mais pour simplifier, on a 2 composantes principales dans cette démarche de modélisation. Une composante de surface,
Donc, il va utiliser les données de précipitation que vont nous fournir les climatologues. Et on va décomposer ces précipitations en deux éléments. Une partie de ruissellement de surface qui va rejoindre les cours d'eau et contribuer au débit des rivières. Et une partie infiltration que nous, on va considérer en recharge des nappes. Et donc, cette recharge des nappes va alimenter un modèle hydrogéologique qui constitue la deuxième composante. Et dans le modèle hydrogéologique, on va simuler les écoulements souterrains qui vont également contribuer au débit des rivières. Donc, pour évaluer l'impact du changement climatique, on va faire varier les données de précipitation et donc les données de recharge des nappes. Donc ici, une petite diapositive pour illustrer déjà les capacités de notre modélisation hydrogéologique à reproduire les débits passés. Donc on a l'Arguénon à gauche de cette diapositive et le Nanson à droite. Et en bleu, on a les débits observés en station hydrologique sur plusieurs années. Et en fuchsia, les données qu'on va simuler avec notre modèle hydrogéologique. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le modèle va bien reproduire des événements de sécheresse, comme les années 89 ou 90 pour l'Arguénon, ou des successions d'années sèches de 2003-2006, où on voit bien que le modèle reproduit bien cette diminution progressive du débit liée à une diminution des stocks dans les aquifères. Donc, pour revenir à la question de l'impact du changement climatique sur la ressource en eau, on va donc avoir besoin de scénarios climatiques, donc de scénarios d'évolution des précipitations et de scénarios d'évolution de recharge des nappes. Donc ici, je vais vous présenter deux scénarios. Un scénario dit optimiste, le RCP 2.6, qui correspond à une évolution de 2,6 watts par mètre carré. Et un scénario pessimiste, le RCP 8.5. Donc ces scénarios, on va les insérer dans le modèle hydrogéologique et on va regarder la réponse hydrologique, donc l'évolution des débits. Donc la question, ça va être plus quelle va être la conséquence d'une modification d'un signal climatique sur la disponibilité de la ressource en eau sur les deux bassins versants que je vous ai présentés. Donc pour quantifier l'impact du changement climatique sur les débits d'étiage, j'ai regardé deux indicateurs. Un indicateur qui regarde plutôt la sévérité des étiages. Donc là, j'ai regardé le Q95, c'est un débit qui est dépassé 95% du temps. Donc en quelque sorte, ça va être une valeur indicatrice de l'intensité des débits d'étiage. Et un deuxième indicateur qui va regarder la durée des étiages, donc ça va être le nombre de jours sous cette valeur seuil du Q95. Donc voici un tableau qui synthétise un peu les résultats des différentes simulations que j'ai pu mener. Alors pour simplifier ce tableau, on a deux grandes catégories qui correspondent aux deux bassins versants, l'Arguénon et le Nanson, donc encadrés en vert et en rose. Et du point de vue au niveau des lignes, on a les deux scénarios, le RCP 2.6 et le RCP 8.5. Donc j'ai regardé les résultats à l'horizon 2050 et à l'horizon 2100. Il y a une autre information qui est présente, c'est en fonction de la nature du milieu souterrain de l'hydrogéologie qu'on considérait, si on considérait l'hétérogénéité des processus ou une homogénéité. Donc ça, c'est un facteur qui est important en Bretagne, puisqu'on a une forte hétérogénéité géologique. Donc lorsqu'on va être en rouge, on va avoir une diminution du Q95 dans le futur par rapport à l'historique, c'est-à-dire que les débits vont être plus marqués à l'étiage par rapport au passé. Et lorsqu'on va être en bleu, on va plutôt avoir une augmentation des débits d'étiage, donc des débits des sécheresses moins marquées. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une différence assez forte entre les deux bassins versants, où sur l'Arguénon, on a des diminutions de l'ordre de 5 à 20% de ces plus faibles valeurs de débit qu'on peut identifier à l'étiage. Donc une intensification de la sévérité des étiages. Sur le Nanson, on reste dans une gamme d'incertitudes, on a des faibles évolutions de l'ordre de 0 à 5%. Donc là, ici, on n'a pas d'évolution significative de la sévérité des étiages dans ce scénario-là. Concernant la durée des étiages, donc ici, la première ligne correspond au bassin versant de l'Arguénon, la deuxième ligne au bassin versant du Nanson. Et sur ces graphiques, j'ai compté le nombre de jours cumulés que j'avais sous cette valeur seuil du Q95 en fonction des différents mois de l'année. Donc lorsqu'on va être au-dessus de 0, c'est qu'on va avoir plus de jours sous cette valeur seuil d'étiage. Et lorsqu'on va être en dessous de 0, on va avoir moins de jours sous cette valeur. Donc ce que j'ai pu voir, c'est que sur l'Arguénon, on prédisait en moyenne entre 15 et 25 jours en plus de débit avec des faibles valeurs d'étiage. Donc des étiages plus longs sur ce bassin versant-là. Et sur le Nanson, on restait entre moins 2 et plus 2, donc dans une gamme d'incertitudes, donc pas d'évolution significative de la durée des étiages. Donc en conclusion des résultats que nous donnent ces deux indicateurs, c'est qu'en fonction de la couverture géologique,
on n'observe pas la même évolution des débits sur ces deux bassins versants-là. Donc l'Arguénon, qui est majoritairement composé de schiste, on prédit des étiages plus longs et plus sévères. Sur le granit, on ne voit pas d'évolution significative des étiages. Donc là, c'est le cas du Nanson. Et le deuxième point, c'est que malgré l'incertitude qu'on peut avoir sur l'évolution des précipitations, on voit qu'on a un outil fiable qui reproduit bien les sécheresses passées et qui va nous permettre d'anticiper l'impact d'un scénario climatique sur les étiages en Bretagne. Donc, je vais terminer ma présentation par vous introduire un projet qui a été déposé pour une demande de subvention FEDER, donc c'est des fonds européens, en collaboration avec le CRECEB, la région Bretagne, le BRGM et le CNRS. Donc, c'est le projet CIDRE pour cycle hydrologique, disponibilité de la ressource et évolution. Donc, c'est un projet qui consiste à opérationnaliser les résultats de ma thèse en fournissant à disposition des gestionnaires de bassins versants un outil qui fournit des tendances saisonnières de l'évolution des débits, donc à l'échelle d'une année. Donc pour cela, on va se baser sur le principe de similarité entre un événement qui a lieu en cours et les événements passés. C'est-à-dire que l'événement qui est en cours a potentiellement eu lieu dans le passé à un endroit de la Bretagne. Donc comme au cours de ma thèse, j'ai modélisé une centaine de bassins versants, je vais essayer de piocher dans cette base de rétrospective pour fournir des tendances saisonnières de l'évolution des débits. Donc, dans les différents livrables de ce projet, il est attendu principalement un outil numérique en accès libre, donc qui propose des tendances saisonnières de l'évolution des débits. Une typologie de bassins versants, c'est-à-dire qu'on va regrouper les bassins versants en fonction de leur fonctionnement hydrologique. Les bassins versants qui vont donner les mêmes tendances d'évolution, on va les regrouper. Et on va les accompagner d'une fiche de site qui permet d'avoir une compréhension locale du cycle de l'eau pour chacun des bassins versants. Sur le volet communication, il est attendu notamment des sessions de formation pour la prise en main de l'outil et un guide méthodologique également pour cette prise en main. Et le deuxième point pour l'aspect communication, c'est l'organisation d'un webinaire pour présenter les résultats et l'ensemble des livrables à destination des acteurs qui sont concernés par ce projet. Donc voilà, merci. Merci Nicolas. Donc on va entamer notre troisième temps qui va être un temps de débat, mais qu'on va introduire par une prise de parole d'un élu sur schiste ou sur granit, les deux je crois. Hein. Et même sur calcaire un peu. Bon, donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir un petit peu un retour d'expérience, de vécu, de gestionnaire sur la sécheresse 2022 et comment au niveau élu et gestion on anticipe les sécheresses du futur. Bruno ? Bonjour à toutes et tous. Donc Bruno Ricard, en effet. Je présenterai un peu plus qui je suis peut-être au fil de l'exposé. Mais en tout cas, en intro, je trouve que là, le CRECEB est quand même parfaitement dans son rôle. Je l'entends depuis 20 minutes, là, c'est-à-dire avec des exposés d'experts et de chercheurs, de scientifiques, etc. Et puis qu'on vient croiser avec effectivement les préoccupations opérationnelles du moment. Et ce que je vais dire va aussi du coup peut-être être un récit qui louvoie autour d'un axe fort sur notre bassin versant de la Rance, qui est l'étude hydrologie, milieu, usage, climat. J'aperçois d'ailleurs une agent de notre équipe qui est présente dans la salle et qui a dû, autant que moi, écouter avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez exposé là. Donc cette étude structurante qui doit nous amener à faire du lien entre prospective climatique, prospective hydrologique, prospective sur les usages et les milieux, évidemment. Voilà, et cette étude, même si c'est un effort de plusieurs années, puis je regarde d'ailleurs Martin Guton, parce que l'Agence de l'eau aide très significativement cette approche-là, c'est un effort au long cours, mais moi je le conçois comme président de cette structure de bassin versant, du SAGE, comme devant aussi évidemment avoir à un moment donné des moments saillants qui viennent s'intéresser au moment, à l'actualité, etc. Alors évidemment 2022 donne du grain à moudre pour ça. Bon, mais je ferai état aussi du coup d'autres mandats que j'exerce. Ça vous semblera peut-être beaucoup, mais à des faits de cumul, je ne sais pas. Mais en fait, ils ont tous rapport avec l'eau. Il y a une cohérence. Et plus j'avance, plus je vois que ce qui m'intéresse justement, c'est le croisement de regard qu'on peut avoir selon les positionnements. Donc, je commençais par cette histoire d'étude HMUC. J'ai parlé de la Rance. Et donc, je suis président effectivement de la commission locale de l'eau. Et donc, un petit mot sur les milieux. C'est-à-dire, premier enseignement, c'est que en dehors de 2022, les années sont très fréquentes au cours desquelles il nous faut abaisser les débits réservés aux cours d'eau. Abaisser ces débits pour pouvoir continuer à distribuer, produire de l'eau potable.
Et donc, là, une espèce de vigilance, mais vraiment, là, pour le coup, qui est quasiment chaque année, où il y a des situations. Et, sauf qu'en 2022, elles ont été bien plus énormes, parce que si quelquefois on abaisse un petit peu et momentanément le débit réservé, là, ça a pu être quelquefois d'abaisser, non pas au standard du dixième du module, du dixième du débit moyen, mais jusqu'au 40e dans certains endroits, et pendant des jours et des jours. Donc bref, plus d'eau dans les cours d'eau, il faut commencer par ça, c'est-à-dire témoigner du fait que les milieux ont énormément souffert. Et c'est vrai pour 2022, on a énuméré toute une série d'années, et n'oublions pas que c'est vrai aussi dans l'état de nos usages d'eau potable sur des années plus classiques. Alors après, il y a le mandat que j'ai au syndicat départemental d'eau potable des Côtes-d'Armor. Alors d'ailleurs, c'est amusant parce que je voyais pendant le début de l'exposé des torticolis vers la droite ou vers la gauche, vers les écrans. Bon là, on n'a pas les cartes à l'écran, donc vous n'êtes pas obligé de me regarder, mais disons que ça se recentre un petit peu. Et donc j'essaierai de mimer s'il y a besoin. Mais voilà, le syndicat départemental des Côtes-d'Armor, le département des Côtes-d'Armor, qui est parcouru de bout en bout et même jusqu'au nord Ille-et-Vilaine. Alors si je mets la carte dans votre sens, ça sera plutôt comme ça. Donc Côtes-d'Armor et le nord Ille-et-Vilaine. De la tuyauterie qui se balade sur des dizaines et des dizaines de kilomètres et qui connecte tout le monde, avec des ressources structurantes, dont l'Arguenon, qui fait partie des 3 grandes ressources de surface. Bon, voilà. Donc au niveau du syndicat départemental, il y a déjà une fierté d'avoir sur quelques décennies construit cet interco solidaire. On peut faire circuler de l'eau. Sauf que 2022, c'est un interco fait pour être juste conjoncturel, c'est-à-dire s'il y a une panne à tel endroit, s'il y a une pollution à tel endroit, on est solidaire. Et bien là, l'outil a été poussé au taquet pour la gestion au jour le jour. C'est-à-dire qu'il fallait de facto, pour éviter des ruptures à tel ou tel endroit, il fallait faire circuler l'eau et sur des temps de pompage plus que prévu, encore une fois sur des kilomètres, donc dégradation du critère kilowattheure par mètre cube. Et oui, et là j'ai apprécié de vous entendre parler de réchauffement climatique, enfin tout ce qu'on a tous en tête sur l'enjeu énergétique évidemment. Mais quelquefois quand on a le nez sur ressources, usage, milieu, on peut oublier l'énergie. Alors là on n'a pas été super bon en énergie cet été quoi. Voilà, constat. Donc un outil de solidarité qui est très intéressant, mais poussé au taquet, donc le clignotant s'allume. Et enfin, je descends entre guillemets des mandats plus locaux, donc vice-présidente d'Inan Aglo, il y a la partie stratégie investissement, et puis il y a la partie exploitation, parce que du coup, je suis président aussi d'une des CEMOP, une société économie mixte qui exploite l'eau potable. Alors là, on arrive plus au jour le jour, discussion qu'on a, et peut-être je voulais prendre quelques exemples concrets d'actes, de décisions à prendre à un moment donné, c'est-à-dire, donc là je vous ai balayé la carte du département, mais si je me recentre sur Dinan, ce petit bassin de vie là, qui a ses propres ressources, qui a des étangs, voilà, sur un ruisseau, donc sur un affluent de la Rance, le Guinefort. Donc voilà, de temps en temps, hein, on réduit le débit du Guinefort, dans lesquels les milieux ne sont pas très contents. Mais bref, on a ces étangs-là. 2022 était une année critique en génie civil. Il y a un an pile, on apprend qu'on a une petite alerte sur un de nos barrages et que du point de vue génie civil, il faut intervenir, il faut vider le niveau, voilà, et se mettre un peu en alerte et en processus de quelques mois pour réparer. Et pile, quelques mois après, pim, sécheresse, paf. Donc, cumul de difficultés qui fait que du coup, dans les actes concrets, il va y avoir la recherche de ressources alternatives non habituelles. Un vieil étang qui est en amont là et finalement dont on a mobilisé l'eau avec précaution parce que c'est moins de profondeur, des risques de turbidité, etc. Donc, il fallait faire attention. Et puis, mais qu'on a pu mobiliser. Une autre ressource originale des anciennes carrières qui se remplissent d'eau très lentement en plusieurs années. Donc, c'est une ressource, je dirais, à utiliser avec parcimonie. Mais là, cette année, on a pu, avec l'aide des carriers, tout un dispositif de pompage, ramener assez facilement cette eau stockée dans ces grands trous-là, dans ces grandes cavités, la ramener en tête, disons, à proximité des zones de captage, de stockage dans nos étangs. Mobilisation de ressources alternatives. Bon. Et puis après, des actes d'exploitation très concret, c'est-à-dire comme on regarde la carte, enfin oui, il y a la carte des réseaux d'émaillage. Où est-ce qu'on peut diminuer la pression, c'est-à-dire envoyer un signal aux usagers, et tu me dis si on dérape, mais envoyer un signal aux usagers et de fait, pendant que les personnes peut-être s'équipaient en mousseur, etc., mais
diminuer quand même la pression là où on le peut sans que ça pénalise le point haut qui est à côté. Enfin, donc c'est assez subtil comme réglage. On manipule des vannes, etc. Enfin, pas moi, mais on en discute et on sectorise. Et puis, dans l'organisation de la ressource, sur Dinan, on a donc des étangs par ici, structurants, mais un peu pénalisés par notre problème d'abaissement du niveau d'eau du fait de notre incident génie civil barrage. Et puis on a des captages souterrains dans les calcaires des Falins, cette nappe, alors là, extrêmement précieuse, très emblématique, etc., d'une géologie si particulière, hyper stratégique. Et donc, on a organisé des choses pour aller puiser sur ce captage plus que d'habitude, en fait. Et là aussi, on a poussé l'outil captage souterrain au taquet, autorisé par l'administration pour une certaine durée, mais les pompes tournaient fort, etc. De nouveau, énergie. Bon. Et puis, pendant ce temps-là, de temps en temps, on évoque l'éventuelle rupture. C'est vrai, de manière, en fait, sincère, quoi. Des gens nous disaient mais c'est pas vrai, parce que j'ai oublié aussi un épisode, c'est les décisions évidemment collectives, multi-acteurs, avec les collègues malouins, avec les collègues donc d'autres EPCI, Bretagne Romantique, qui est juste à l'est de Dinan, à qui on vend beaucoup d'eau chaque année, des jeux d'achat de vente d'eau. Et ben là on a modulé, donc on se voit tous une première fois au mois de mai, une deuxième fois au mois de septembre, en se disant Bretagne Romantique, qui aussi peut être secouru ou approvisionné par Rennes, comment tout ça se goupille pour que, en gros, nous, Dinan, on dit, en tout cas, on diminue nos ventes à Bretagne Romantique, on augmente nos achats au syndicat qui gère la ressource de l'Arguenon. On augmente les achats, on module les achats et les ventes. Ça aussi, c'est des décisions importantes et très collectives. Et donc, j'en étais où dans mon filage? L'outil est, je ne sais plus, l'outil est poussé au taquet, donc on va conclure et on va faire réagir. Ce qui amène à la conclusion, c'est de dire bien sûr sobriété, sobriété. Alors là, je vais un peu vite et je conclue après tout sur un des défis qui est devant nous par rapport à ces questions par rapport à nos outils, c'est la politique tarifaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est face à la schizophrénie de la politique tarifaire. Et je le vis de l'intérieur, une société d'exploitation que je préside, compte d'exploitation, il faut vendre du mètre cube. Et dans la même réunion, de dire évidemment, il faut économiser les mètres cubes. Et on se le dit tous sincèrement. Et bien sûr, on fait tous l'effort d'aller vers l'économie, communication, etc. Mais dans le compte d'exploitation, c'est proportionné au mètre cube vendu. Donc ça, c'est une schizophrénie dont il va falloir sortir. Et c'est d'ailleurs un défi passionnant. Bon, je m'arrête là, plein de choses à dire, mais on va en échanger. Merci Bruno. Une petite précision, on devait arrêter à 10h30, mais on nous a dit qu'on a un peu plus de temps, mais on va quand même pas abuser. On va se donner 10h45 comme limite max pour le débat. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Des témoignages, donc ce qu'on attend, c'est des questions à nos intervenants, courtes si possible, et vous pouvez aussi ramener vos propres témoignages si vous avez été à un moment ou à un autre confronté à des aspects de gestion, souffrance des milieux, etc., comme ça vient d'être décrit, d'autres situations que celles que Bruno a décrites. Donc il y a un micro baladeur, donc si vous avez des questions, des témoignages, plusieurs. On peut prendre plusieurs questions? Oui, non, je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez dynamique. Donc une question, une réponse. Donc Jean-Claude Moisan, je suis coprésident du collectif Urgence climatique 35. Deux points que je voulais souligner. D'une part, le changement climatique, c'est aussi pour moi des dérèglements climatiques. Donc ce n'est pas simplement l'incidence sur le réchauffement de la planète. Et donc ça, je pense qu'il faudrait essayer de trouver des solutions aussi. Et là, c'est loin de la Bretagne. C'est comment contribuer à la réduction, enfin, à la dette que nous avons envers nos anciennes colonies qui manquent d'eau, où on a des millions d'habitants qui n'ont pas d'eau potable. Et malheureusement, le défi de l'an 2000 est tombé dans les oubliettes. Et donc la France doit pouvoir faire un effort supplémentaire puisqu'elle ne répond pas à son engagement de consacrer 0,7% de son budget au développement de ces pays-là. Tu peux dire quelque chose, Florence? J'avoue que je n'ai pas de réponse à ça, mais c'est vrai que c'est bien de relever les problèmes de l'eau. En fait, les problèmes du climat, ils sont globaux. On n'est pas les plus impactés. Je pense que pendant longtemps, on a peut-être cru qu'on n'était pas du tout impactés. En fait, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Mais il y a des régions qui souffrent plus, effectivement. Et c'est vrai qu'il faut de la solidarité. En fait, un mot-clé pour s'adapter, ce sera la solidarité. Bonjour, Timothée West de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne.
Bruno Ricard, j'ai trouvé très intéressant justement d'apporter votre témoignage sur les différentes décisions que vous avez à prendre à travers vos différentes responsabilités sur le territoire des Côtes d'Armor. Et du coup, ma curiosité en tant qu'observateur, c'est au moment de chacune de ces décisions, quelles sont les informations auxquelles vous avez accès, quelles sont celles que vous recherchez et qui vous aident à peut-être trancher d'un côté ou de l'autre. Je sais j'imagine que dans ces décisions, il y a aussi beaucoup voilà, de jeux d'acteurs sur les intentions de chacun, sur les répartitions entre les différents réseaux d'eau. Vous avez les données de production d'eau potable, de gestion de vos réseaux. Vous avez, via votre rôle au CRESEB, un peu le contexte scientifique, le point de recul sur l'évolution de la situation. Et je me demandais, dans toutes ces étapes-là, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez accès aux données qu'il vous faut pour choisir? Est-ce que c'est surtout des données locales ou est-ce que vous utilisez aussi des données plus de contexte dans ces moments de décision à chacune de ces échelles? Alors peut-être une réponse en forme de patchwork, là, c'est pas forcément très organisé, mais j'ai en tête le nombre incroyable de fois où on regardait les courbes de niveau dans nos plans d'eau. C'est-à-dire la ressource locale d'inno-agglomération, hein, deux étangs. Les courbes de niveau, on les regardait tout le temps, quoi. Mais vraiment, à un moment donné, on avait le nez dessus. Donc déjà, où on en est dans les niveaux. Ensuite, il y a le côté micro-modélisation, entre guillemets, c'est-à-dire où on en sera dans 3 semaines. Donc projection. Puis pas début septembre, on commence à faire des projections différentes, c'est-à-dire projection dans l'état habituel des consos et projection si la communication qui est sortie très vite, enfin très vite, très tard aussi en même temps, mais en tout cas qui a été très vite organisée. Oui, mi-août, fin août. Voilà, si ça produit des effets, peut-être qu'on aura une courbe plus optimiste, etc. Donc l'état des niveaux d'eau dans les ressources de surface. Et puis de comité gestion ressources en eau, où j'allais d'ailleurs dans le Côte d'Armor et Ille-et-Vilaine aussi en comité de gestion de ressources en eau, on regardait beaucoup l'état des nappes, les petites flèches, ça continue de descendre, etc. Et nous, vous l'avez entendu, on a des captages souterrains. Donc suivi des niveaux, modélisation, état des nappes, et puis état des réserves chez nos voisins. Puisque la discussion, à un moment donné, elle est territoriale, c'est-à-dire que la grosse ressource à notre porte, enfin, au-delà de nos moyennes ressources locales, au-delà, c'est l'Arguenon, qui est d'ailleurs aussi sur le territoire d'Inno-Agglomération, mais qui fait l'objet d'une gestion propre, gouvernance propre, etc., syndicat mixte. Donc là aussi, un œil sur les ressources, sur la grande retenue de la ville Hâte, sur cette rivière de l'Arguenon. Et puis à Bois-Joli, du côté du Frémur, qui fait partie d'ailleurs dans le périmètre de notre commission locale de l'eau, mais qui est une ressource stratégique plus de Côte d'Émeraude, de Saint-Malo. Donc oui, état de la ressource. Et puis, eh bien, également, s'obliger aussi à regarder des indicateurs. Hein. C'est indicateurs ou tendances, témoignages sur la question des milieux. Franchement, ça stimule un peu les discussions collectives. Du moins, ça les fait monter vers le haut quand on n'oublie pas, en toile de fond, de ne pas être que le nez sur nos tuyaux et nos réserves, mais aussi de suivre l'actu sur les milieux, les rivières à sec, qui restent à sec longtemps, etc. Et de prendre conscience de tout ça. Qu'est-ce que je peux oublier, Gérard? La consommation. Tu n'as pas parlé des données de consommation. Observatoire de la consommation, pas facile en temps réel. C'est-à-dire qu'on essaye de faire avancer nos exploitants, de s'outiller sur l'observatoire des consos, mais sachant qu'on a des cycles de relevé de compteurs, donc pas évident de le faire en temps réel, mais quand même de dégager des tendances et de constater que sur septembre, peut-être c'est un des éléments qui a évité la rupture de service, hein, mais effectivement, on a vu quand même des diminutions de conso. Donc les messages d'alerte ont porté. Deux choses ont porté, c'est-à-dire les obligations aussi. Hein, les industriels se sont trouvés au pied du mur. Obligation d'attester qu'ils pouvaient baisser, j'ai plus le critère, mais de 25%, etc. Bon, donc là, au pied du mur, y compris certains à diminuer la production, ce qui n'était pas forcément. Donc il y avait une situation subie de ce point de vue-là, mais bon, de facto, oui, on observait des émissions de consommation, mais avec un peu plus tardivement, on a vu aussi que sur la consommation domestique, oui, il y avait un infléchissement. Pas si fort que ça, mais il y avait quand même un infléchissement moyennant un gros bataillon de communication. Je le dis aussi, mais je m'éloigne de la question. La communication positive, c'est-à-dire comment allier ce qu'est la communication d'un arrêté sécheresse d'État avec interdiction de ceci, cela, avec de la communication positive en disant vous pouvez facilement faire tel ou tel type d'économie. D'autres questions?
Oui, bonjour, je suis Patrick Kazenbeiss, je travaille au SMEGREG à Bordeaux. On est structure porteuse du stage NAP profond, de la clé du stage NAP profond. Juste une remarque par rapport au tarif. Je pense que maintenant, il ne faut pas hésiter à dire que le tarif de l'eau, il faudra qu'il augmente, parce qu'effectivement, pour éviter d'être dans cette schizophrénie, on veut baisser la consommation, mais on a besoin de recettes pour faire fonctionner notre service d'eau potable. Une question que je constate, vous êtes également, parce que comme c'est sur un séminaire sur les décisions publiques, vous êtes aussi, je vois que vous êtes président de la clé d'un SAGE. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que les clés n'aient pas de personnalité morale et pas forcément de puissance pour donner son avis, et voire n'ait pas non plus de bras, il y a des structures porteuses qui existent, qui sont au PTB, mais qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas maîtres d'ouvrage et qui ne peuvent pas forcément avoir des financements pour la redevance. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait renforcer justement les clés et les structures porteuses permettrait de mieux agir ou de mieux décider par rapport au sujet de la ressource en eau, qui reste quand même malgré tout une compétence de l'État, mais que l'État délègue aux élus que vous êtes, et puis aux usagers, et puis bien sûr au service de l'État. Voilà, c'est une remarque. Je dis ça parce que j'ai suivi hier une conférence sur les EPTB qui était tenue par Philippe Parc, voilà, qui présente qui propose des choses pour renforcer justement les clés et les EPTB. Voilà. Alors, peut-être d'abord une réponse sur l'actualité du salon, là, puisque hier, justement, on se réunissait entre présidents de clés du secteur. On a eu la visite de la NEB, association des élus de bassin, et on a eu cette discussion, oui, et la NEB travaille dans ce sens-là, c'est-à-dire faire valoir la légitimité des sages, des clés et des établissements publics de bassin également. Et donc, moi, j'adhère totalement. Et en ayant plusieurs mandats, je serais peut-être un peu moins objectif si je n'étais que président de clé, mais en ayant différents mandats, je vois bien qu'il faut qu'on trouve un équilibre entre des EPCI, donc des intercos qui ont un peu grossi, notamment dans les Côtes d'Armor, loi NOTRe, je passe les détails, transfert de compétences, etc. On se structure, on a des services, on est costaud, quoi, voilà, et ça marche bien. Et comment s'articule la logique périmètre PCI, exercice de compétences, et les logiques de bassin hydrographique. Très honnêtement, je n'ai pu qu'aller que très brièvement à la plénière d'hier soir. Et c'était au moment où Thierry Burlot disait il faut affirmer la légitimité des clés, des sages, etc. Donc voilà, moi j'étais ravi, mais convaincu, oui. Alors comment on fait Eh bien, par exemple... Non, mais effectivement, hein, on sent. Moi, j'aimerais bien que la clé, dans ce qu'elle porte, ait plus de poids, plus de force. Mais je prends un exemple qui a bien marché. Tiens, allez, exemple concret. Gérard était venu d'ailleurs à une clé. La question d'un éventuel nouveau captage d'eau dans la Rance, sur le territoire des Côtes d'Armor, très près de Dinan. Temps numéro 1, il y a quelques années, l'idée vient d'un producteur d'eau, Eau du Pays de Saint-Malo, structure productrice d'eau pour alimenter Saint-Malo. Donc le temps 1, c'est un producteur d'eau qui peut venir éventuellement demain avec le tractopelle, pas tout de suite peut-être, mais poser un dossier, dire je ferai un captage là parce que voilà, et voilà, c'est tout à fait possible. Pourtant, il y a le temps 2 qui arrive. Les EPCI ont grandi, se sont organisés, et donc Dinan Agglomération notamment et Saint-Malo Agglomération commencent à discuter, se parler, s'observer un petit peu, en dire bon, tout doux quoi, faut peut-être qu'on parle collectivement. Et le temps 3, c'est quand le cercle s'élargit encore, c'est-à-dire que la conversation arrive en commission locale de l'eau, en présence de tout ce monde-là et des 2 syndicats départementaux. Et j'ai trouvé que ce binôme commission locale de l'eau, plus les 2 syndicats départementaux qui gèrent le concept de solidarité par l'interconnexion, était tout à fait passionnant. Et ça, moi je le vois avec ma naïveté positive et optimiste, mais ça d'une part un peu apaisé le débat là, ce captage en rance, on va y regarder à 2 fois. Si on doit le faire, il faut faire les choses bien, il faut trouver la bonne gouvernance, et ça ne peut pas être juste un outil d'un producteur, il faut que ça soit un outil de territoire pour, s'il y avait besoin, peut-être, hein, améliorer notre solidarité, notre stratégie, etc. Voilà pour prendre un exemple de terrain. Et là, bon, voilà, j'ai parlé de l'étude HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat, portée par le SAGE-RANS et puis d'autres démarrent sur d'autres territoires. Franchement, cette étude, elle doit effectivement être une colonne vertébrale reconnue par ensuite les acteurs plus opérationnels,
que sont les intercos, les communautés d'agglo, les EPCI. Et moi, là aussi, je suis optimiste. Je pense qu'on peut en prendre le chemin. C'est-à-dire, clé toute seule, si je résume, pas facile de trouver sa place ces dernières années dans ce monde qui a bougé et où les EPCI ont grossi. Mais l'axe HMUC là, va aider tout le monde là-dedans. Il y a un côté gagnant-gagnant dans cette histoire-là qui peut se dérouler. Une question au fond? Jean-Claude Leclinge, de la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Alors merci d'évoquer les milieux naturels. C'est vrai qu'on les oublie trop. Et maintenant, c'est vrai que j'hésitais, mais maintenant, je n'hésite plus à dire que s'il y a des poissons, c'est qu'il y a de l'eau. Ça paraît évident, mais et je trouve ça bien que les acteurs du petit cycle commencent à s'intéresser au grand cycle. C'est vrai que pendant très longtemps, l'approche, ça a été une approche tuyau, disons-le. Je voulais évoquer, c'est par rapport au modèle d'écoulement des eaux. Moi, j'ai vraiment apprécié les deux interventions. Je découvre, je suis nouvel élu au comité de bassin et je découvre la démarche HMUC qui est vraiment un fondement. Il faut vraiment y aller. Moi, je siège dans un SAGE et j'ai, lors d'une dernière clé, défendu. Alors, c'est pas évident parce que vous êtes convaincu, mais je peux vous dire que faire admettre cette démarche-là avec la complexité qui est, ça n'a pas été simple. Bon, je vais continuer. Et je voulais savoir si dans le modèle entre les deux bassins versants que vous avez étudié, est-ce que vous avez intégré, on voit bien la prégnance de la géologie, les écoulements en surface, subsurface, c'est-à-dire est-ce que l'écoulement des eaux en surface a été, vous l'avez intégré? Parce que un élément que moi j'ai pu voir en marchant au bord de l'eau depuis presque un demi-siècle, c'est en fait l'évolution du régime des eaux, notamment en lien avec énormément de travaux sur les écoulements, enfin sur l'occupation des sols. Alors on parle de l'eau en ville, c'est un élément, mais ça ne constitue pas la majorité de la surface des territoires. À côté de ça, il y a les écoulements en zone rurale, et on voit que il y a eu quand même entre les années 50, il suffit d'aller sur Géoportail, on regarde les photos aériennes, on voit qu'en fait, il y a une modification radicale de cette pellicule de surface considérée à l'échelle de la Terre. Et je m'interroge, est-ce que justement, il n'y aurait pas à travailler, dès lors qu'on parle de la résilience, d'engager le chantier, pour moi, qui est vraiment important, c'est changer le paradigme qui a prévalu pendant un demi-siècle, qui était d'évacuer l'eau. En Bretagne, on a tout fait pour évacuer l'eau, et justement de reconstruire un territoire résilient en cherchant justement à freiner l'eau, que la goutte d'eau qui tombe en haut de bassin versant mette le plus longtemps à arriver à l'estuaire et participant en cela au rechargement des nappes et aussi à la bonne santé des milieux naturels. Alors moi je peux répondre sur la partie modèle d'écoulement. Donc on ne représente pas uniquement des écoulements souterrains, on représente aussi la surface à partir du moment où notre nappe va être très proche de la surface, elle va potentiellement déborder et résurger à la surface. Donc là on va créer des écoulements plus rapides lorsqu'on va vraiment des écoulements qui vont être très très proches de la surface. Donc c'est comme ça que dans notre modèle on représente en même temps des écoulements souterrains mais en même temps des écoulements de surface. Donc, merci pour ce commentaire. Moi, je trouve que c'est vraiment important parce qu'effectivement, normalement, c'est les sols et les nappes qui stockent l'eau. Et cette eau, elle est finalement drainée par les rivières. De nos jours, on fait l'inverse. On draine les sols et puis on crée des réservoirs dans les rivières. Ça, c'est pas super efficace. On sait qu'avec le dérèglement climatique, on risque d'avoir de plus en plus de problèmes d'eutrophisation, d'évaporation. Donc, il faut absolument réussir à représerver l'eau dans les sols et l'eau dans les nappes. Je vais enchaîner par une question. Je vais mettre un sujet sur la table. Tu as dit tout à l'heure qu'il y aurait de la sécheresse prolongée, mais en même temps, il y a plus d'eau dans l'atmosphère, donc plus de pluie peut-être intense. Donc la question du stockage de l'eau quand il pleut, pour la restituer pour les usages quand il ne pleut pas, est une question qu'on peut mettre sur la table. Donc on peut la mettre sur les usages urbains, je veux dire l'eau potable, comme on peut la mettre sur les usages agricoles. Je sais que cet été, je crois que tu es intervenu sur la question des bassines. Donc cette idée de stocker l'eau quand il pleut et de la restituer quand il pleut pas, qu'est-ce que tu en penses?
Avant de parler vraiment des bassines, je pense que les pluies intenses, c'est un événement de pluie singulier quand même, hein. Les pluies intenses, en fait, aujourd'hui, elles génèrent beaucoup d'écoulements, beaucoup d'érosion. Ça, c'est pas bon c'est pas bon, en fait, tout simplement. C'est juste quelque chose à éviter. Et pour éviter ça, il faut vraiment que l'eau, elle arrive à s'infiltrer dans les sols et potentiellement à y rester. Donc là, le premier effort, c'est déjà que les sols soient capables d'absorber ces pluies intenses et du coup une meilleure qualité des sols. Voilà, ça c'est le premier point. Alors après, la question de est-ce qu'on doit stocker l'eau en excès ou pas, ben, c'est je dirais j'ai une réponse un peu idiote, mais qui, je pense, est illustrative. C'est un barrage, c'est pas un problème, mais plein de barrages, c'est pas une solution. Voilà, c'est un peu ça. Tout est une question de dose, et donc il faut être capable de gérer ça en bonne conscience et en bonne. Oui, mais la dose, alors, Eh ben, où la est-ce que tu dose, la mets? la dose, comme je vous ai expliqué, vous voyez qu'il y a énormément d'incertitudes. Donc, il y a des régions pour lesquelles on a moins d'incertitudes et pour lesquelles on peut peut-être répondre de façon un petit peu plus claire. Et il y en a d'autres pour lesquelles voilà, la dose elle-même, elle s'adaptera en fonction de ce qu'il y aura. En même temps, les zones où il va pleuvoir plus, peut-être que le besoin lui-même va se réduire finalement. Donc, tout ça, c'est. Voilà, je ne suis pas sûre qu'il y ait des réponses très évidentes. Voilà. Pour complémenter, autant on est très incertain sur les projections climatiques, autant il y a quand même du potentiel sur les prévisions saisonnières, hein. L'année dernière était une année où les prévisions saisonnières étaient quand même très bonnes. C'est pas la même chose pour cette année. Je sais pas si vous avez entendu des gens déjà qui se disent ça risque de ne pas être terrible cette année. Les prévisions saisonnières sont beaucoup moins performantes parce que la situation météo est beaucoup moins prévisible. Voilà. Donc c'est juste pour dire qu'il y a aussi un espoir d'anticiper à quelques mois, mais pas forcément tous les ans. Ce que je voulais ajouter, c'est alors faire plus de réserves, mais finalement, je vais faire une réponse par un pas de côté, mais qui a eu lieu aussi en partie cette année, puisqu'on a dit, hein, il y a des enjeux quantitatifs, mais il y a la qualité. On est très préoccupé sur le bassin versant par notamment les pesticides. Mais ça rentre, vis-à-vis des milieux, c'est un sujet, et vis-à-vis de l'alimentation en eau potable aussi. Et donc, sur ce sujet-là, vous avez entendu parler peut-être de métabolites. À un moment donné, la question est venue de devoir adapter. Parce que je voulais en fait répondre à ta question sur le côté préventif curatif d'une certaine manière. Il fallait adapter des usines de traitement, changer les charbons actifs, etc. Et à un moment donné, c'est pareil, schizophrénie, on ne va pas faire du curatif, c'est-à-dire changer les charbons actifs, sans faire du préventif. Sinon, on perd le sens, on marche sur la tête, les gens ne vont plus comprendre. Mais simplement, ils sont captifs, donc ils paieront quand même leur facture d'eau, qui va augmenter parce que les charbons actifs. Bon, bref. Donc, il faut aussi faire du préventif. Ce n'est pas la même temporalité, mais donc on va sur le désherbage mécanique, etc. etc. Eh bien, sur la question des bassines, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais j'évoquerai ce que j'ai entendu par Delphine Alexandre, vice-présidente à la région. Je l'ai entendu dire dans un autre lieu, à ce sujet précis, dire, bon, il ne faut pas s'interdire d'en parler, mais et si déjà on faisait en sincérité tout ce qu'il est possible de faire autrement, sur les haies, les talus, etc. Tout ce qui a été évoqué, ralentissons l'eau, infiltration là où la goutte d'eau tombe, et oui, oser avec les accompagnements qui vont bien évidemment, mais oser regarder justement la manière de produire sur nos bassins versants agricoles, et comment optimiser la question du rapport à l'eau avant d'amener un outil tel que la bassine. Et j'ajoute que un des rôles de notre équipe technique sage, c'est quelquefois de prendre le bâton de pèlerin pour aller dans les EPCI. Et c'est ce qu'on fait. On a une agent qui va et qui a été à Saint-Malo agglomération. Je n'y étais pas, mais elle m'a dit qu'elle avait été très bien reçue et très écoutée pour dire, je vais vite, mais pour expliquer pourquoi la bassine est une fausse bonne idée. Mais amener simplement des éléments. Attention, c'est un outil, il faut le gérer après. Et puis bien sûr, impact milieu, j'en passe, etc. Mais donc d'aller, au fond, c'est ce qu'on fait ce matin, c'est-à-dire d'aller amener de la connaissance et partager de la connaissance qu'il y a derrière un mot-clé qui devient un fantasme, voire un mot passionné. Voilà. Il y a 2 questions, une là-bas. Ouais, bonjour à tous. Ludovic Brossard, je suis vice-président de la collectivité du Bassin Rennais en charge de l'adaptation au changement climatique. J'avais une première question pour le chercheur, mais je crois que vous avez abordé ça. C'est dans ces recherches, comment est-ce que l'aléa occupation du sol a pu être ressorti dans la mesure où
Il y a d'un côté l'artificialisation des sols qui peut jouer sur l'infiltration de l'eau dans le sol, mais aussi les pratiques agricoles. Et je crois que vous l'avez évoqué tous, l'importance de développer les pratiques en agroécologie, et notamment sortir des pesticides de synthèse et favoriser l'infiltration et le stockage de l'eau dans le sol. C'était la première question sur le sujet d'étude. Et puis la deuxième, c'était sur la tarification, plutôt pour Bruno. Nous, sur la collectivité du bassin rennais, on a mis en place une tarification progressive et solidaire, de façon à rendre gratuits les premiers mètres cubes pour les particuliers, mais effectivement faire payer plus les gros consommateurs d'eau, en les accompagnant aussi sur des usages et des pratiques plus sobres. Où en sont ces débats-là sur les Côtes d'Armor, sur la tarification progressive, qui me semble quand même être un outil pertinent pour favoriser les économies d'eau. Tu réponds, Nicolas? Ouais. Donc pour la partie occupation du sol et infiltration, donc nous c'est plus la composante de surface que j'avais dit, qui décompose la précipitation en infiltration et ruissellement de surface. Donc là c'est pas notre modèle hydrogéologique, c'est plus un modèle. Oui, bah, tu peux. Oui, bah, du coup, si je peux en parler. Du coup, c'est un schéma de surface qui résout les bilans d'eau et d'énergie avec une occupation des sols qui est basée sur l'actuel. Voilà, qui intègre différents types de cultures, notamment pour le climat, c'est important les cultures de type C3, C4 en termes de photosynthèse, mais qui les suppose constants dans le futur parce que effectivement, c'est très compliqué à anticiper. Voilà, et l'évolution, il n'y a pas d'évolution de la qualité du sol non plus dans ces modèles-là. Voilà. La tarification? Sur les tarifs, déjà, j'ai déjà dire que parce qu'on n'a pas cité tout, enfin, j'ai parlé de Delphine Alexandre, VP Région, mais la dynamique et Laurent Gémeaux, ton directeur, était venu nous présenter justement la politique tarifaire du bassin rennais avec des pistes très intéressantes déjà. Localement, sur Dinan Agglomération, on a déjà mis fin à la dégressivité sur les grosses consos. Première étape avant une éventuelle progressivité. Progressivité, il faut regarder, c'est moins évident parce que si on conçoit comme logique peut-être que le mètre cube soit plus cher si c'est au-delà du quotidien et si c'est pour remplir la piscine, hein, tout le monde en parlait. Mais dans ce cas-là, sans discernement, on peut pénaliser dans le monde plus artisanal, etc. Donc il faut qu'on soit outillé, on n'est pas encore tout à fait, pour conventionner avec les professionnels, en fait, et avoir distinguer les choses. Juste aussi une chose qu'on peut dire, c'est la part variable au mètre cube, la part fixe. Dans le monde des ordures ménagères, où de plus en plus on regarde là aussi le budget AOM de manière séparée, autonome dans l'esprit de l'eau, hein, c'est de plus en plus comme ça qu'on a fonctionné. On peut en sincérité dire il faut diminuer le volume de déchets parce que la recette elle est forfaitaire. Enfin, sauf quelquefois des petites parts incitatives qui sont sans doute pertinentes, mais l'essentiel de la recette est forfaitaire, c'est la TOM ou la redevance, etc. Alors voilà, comment dans le domaine de l'eau aussi tenir compte de ça? Donc à la fois de la progressivité sans doute, il faut aller vers ça, mais il faut aussi que les territoires déjà se mettent d'accord entre eux, enfin notamment les territoires proches, pour arrêter la dégressivité. Et voilà, il y a des syndicats de distribution qui œuvrent d'ailleurs, qui distribuent de l'eau sur le territoire de Dinan Agglomération en partie et qui pour l'instant ont encore une dégressivité. On en parle, hein, voilà, on se voit, allez, on se revoit. On essaie d'avancer, mais après c'est subtil. Hein, effectivement, hein, à Rennes, c'est un arsenal sophistiqué, je le dis dans le bon sens du terme. Enfin, c'est parce qu'il n'y a pas le choix, il faut être fin, quoi. Faut être fin pour éviter sinon aussi des situations sociales difficiles, etc. Moi, je propose qu'éventuellement une dernière question. On va clore dans 2 minutes. Qui clôt? Je voulais juste, si je pouvais me permettre de compléter la question sur les bassines, justement. Et pour reprendre votre citation, il faut de temps en temps pas oublier les milieux, pouvoir faire la distinction entre une crue et une eau en excès. Parfois, les crues, c'est pas de l'excès, c'est le fonctionnement naturel d'un bassin versant. Et les milieux, les espèces ont besoin des crues. Il y a des espèces qui en ont besoin pour se déplacer vers l'amont ou l'aval du bassin versant. Il y a des espèces qui ont besoin que l'eau déborde pour pouvoir se reproduire. Bon, là, c'est aussi l'intervention aussi de la Fédération de pêche. Donc, pour contribuer justement à ce débat-là, des fois, l'eau en trop, on en a besoin dans les bassins versants et on ne pourra pas forcément faire fonctionner un système
en prédisant les quelques crues exceptionnelles qu'il va falloir gérer. Une crue exceptionnelle telle qu'on va en rencontrer à la suite du réchauffement climatique, est-ce qu'on sera capable de la capter pour la mettre dans une bassine à ce moment-là? Bon, bah, c'est un bon mot de conclusion, hein. Donc, ouais. Donc on va conclure, hein. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce forum séminaire. Une précision, il y a un enregistrement qui a été fait qui sera disponible sur le site du CRECEP, c'est ça, visible. Et par ailleurs, si vous voulez en savoir plus auprès de nos intervenants, pareil, vous passez par le CRECEP et on peut faire suivre des questions. Alors il y a un système de code barre là-bas, de QR code qu'on flash pour poser des questions, mais bon, j'ai pas trop compris comment ça marchait, mais vous pouvez quand même avoir des questions supplémentaires via un QR code. C'est une autre génération, oui. Ouais, c'est des trucs ça qui me dépassent. En tous les cas, par contre, le CRECEP, c'est des personnes. Moi, je suis coprésident, membre du bureau. Il y a Romain Pinsard dans la salle qui a la cellule, qui pilote la cellule technique. Voilà, il y a le Haut Conseil breton pour le climat qui est là maintenant. On voit bien son utilité à cette structure, hein. Donc moi, je suis très content d'avoir organisé. Au départ, on n'y croyait pas, mais et on voit c'est un sujet quand même qui plaît beaucoup, enfin qui attire énormément. Plaire, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui attire. Et voilà, merci à vous et bonne continuation.